Voilà, je suis donc Anne Giéran, brevetée en 1983. J'ai enseigné le français dans les degrés primaires et secondaires pendant 20 ans à Moudon. Cette ville du Gros de Vaud, comme on dit chez nous, est un peu à l'image de Renan, de Prilly ou de Crissier et aussi de Lausanne. Elle héberge un nombre important de migrants et un centre de requérants d'asile où demeurent de grandes familles. Riche de cette expérience, j'ai intégré en 2004 l'équipe des doyens d'accueil de la ville de Lausanne, avec pour mandat principal de recevoir les enfants allophones en âge de scolarité obligatoire et leurs familles, de leur donner des informations indispensables à leur compréhension du système scolaire, de tester les élèves et de mettre en place un projet pédagogique pour chacun d'entre eux, dans la perspective de rejoindre le système scolaire régulier à leur meilleur niveau de réussite possible. Je salue au passage mon collègue direct, M. Blanchet, qui est juste dans la salle et qui nous fait l'amitié de sa présence. Les classes régulières de Lausanne ou de la Couronne peuvent compter jusqu'à 60% d'enfants qui ne s'expriment pas en français à la maison. Certains sont arrivés en famille, d'autres ont rejoint leurs parents installés en Suisse depuis quelques années. 60% d'entre eux viennent d'Europe, 10% respectivement pour l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Pour se rendre compte, les statistiques annoncent 1 millier de nouveaux enfants allophones qui entrent dans nos écoles vaudoises chaque année. 40% d'entre eux vont en classe d'accueil, à peu près, hein, on est grosso modo. Et les autres sont dans des classes régulières et reçoivent des cours intensifs de français. Les chiffres Genevois de 2011 annoncent un nombre équivalent, avec 170 autres nationalités différentes. Le milieu socio-économique ainsi que le statut de ces familles est très variable. Les 2 cantons accueillent des requérants d'asile, 14% à peu près en ce moment. C'est un nombre qui a pu être beaucoup plus élevé selon les périodes et l'actualité. Et aussi un nombre important de clandestins. Par exemple, ils étaient 16% à Lausanne l'année dernière. Donc 16% des élèves allophones. Tous ces enfants sont acceptés à l'école publique. Autant de familles, d'adultes et d'enfants, chacun en recherche de nouveaux repères qui puissent s'équilibrer avec ceux qui avaient été les leurs jusqu'ici. Autant d'histoires personnelles, bousculées avec une richesse de scénarios qui dépasse l'imagination. Le canton de Vaud, comme celui de Genève, dispose des moyens financiers importants pour les structures d'accueil des élèves allophones. Je vais quand même vous dire que c'est à peu près 20 millions chaque année, ce qui représente 2,5% du budget de l'école obligatoire dans le canton de Vaud. Il faut dire quand même que ça marche plutôt bien, les structures d'accueil dans le canton de Vaud. Toutefois, le système repose encore essentiellement sur le génie personnel de chaque professionnel et se trouve régulièrement en difficulté en raison des variations des flux migratoires et de leur complexité. Ces fameux flux migratoires ont augmenté dans les années 80. Depuis, les professionnels, alors enseignants, éducateurs, enseignants spécialisés, donnent un maximum pour conserver un haut niveau de qualité de leurs prestations. Cependant, ils ont en plus à faire face aux craintes des parents. Un tel nombre d'élèves allophones va-t-il faire baisser le niveau de la classe ? À la violence des enfants dans les préaux, à la pression du système éducatif, sans compter leur propre résistance au changement. On ne parle jamais assez du versant suisse de l'intégration. Je me suis moi-même maintes fois demandé comment garder une cohérence personnelle et professionnelle dans ces rencontres avec des parents suisses ou étrangers, comment se rejoindre et imaginer l'avenir ensemble alors que nos repères et nos langages sont si différents. Je pressentais bien que l'affaire devait d'abord se situer dans une cohérence personnelle, mais c'est en suivant les cours de médiation de Martine Libertino que j'ai pu recevoir depuis 2007 l'enseignement qui allait confirmer et soutenir ce que je tentais de faire. Alors, cette conférence s'inscrit dans le cadre de mon congé sabbatique que j'ai obtenu ce printemps et qui m'a donné l'occasion d'accompagner Martine Libertino dans une grande partie de ses multiples activités qui seront présentées ce soir. J'ai participé au séminaire de formation initiale de médiateurs pour les pays en paix avec un nouveau groupe d'élèves, au séminaire de formation continue à Hermance avec les anciens, qui sont là peut-être dans la salle, à un séminaire d'1 semaine de formation continue de médiateurs pour les pays en guerre, médiateurs pour la paix, pour les pays en guerre ou sortant de conflit à Kinshasa, et puis à 2 conférences à Genève avant de finalement organiser celle-ci. Travailler avec des collègues, enseignants, pasteurs, informaticiens, juristes, avocats, travailleurs sociaux, en Suisse et dans un pays qui ressemble si peu au nôtre, le RDC, a été l'occasion de vérifier, s'il le fallait, que les humains fonctionnent de la même manière lorsqu'il s'agit de penser et de construire la paix. Ils n'ont simplement pas tout à fait le même chemin à parcourir pour y parvenir. C'est d'ailleurs ce que nous allons vérifier, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est ce que nous allons vérifier ce soir dans notre entretien avec Martine Libertino, que je vais maintenant vous présenter.
c'est fait. Donc Martine Libertino est née en Savoie, elle a grandi à Toulon, elle s'est installée à Genève en 1968. Depuis son plus jeune âge, elle a porté un regard attentif sur le monde dans lequel elle grandissait. Au fil de ses observations, il lui a été donné de comprendre les mécanismes du fonctionnement des êtres humains. Elle a alors développé une philosophie dont le cœur réside dans la conviction que les êtres humains sont faits pour le bonheur et la paix. Depuis, elle n'a jamais cessé de mettre cette philosophie en pratique de multiples manières à Hermance et partout où elle était appelée à le faire. Peintre, écrivain, philosophe, conférencière depuis 1980, Martine intervient en haut lieu en tant que médiatrice dans des conflits internationaux, en particulier en ex-Yougoslavie. Mais elle ne reste jamais cantonnée à une seule sphère d'intervention. Elle enseigne sa philosophie lors de médiations familiales ou professionnelles, dans des consultations privées, lors de conférences comme celle qui nous réunit ce soir et dans de nombreux ouvrages que vous pourrez consulter tout à l'heure. Riche de sa longue expérience, elle a créé en 2004 l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents de 6 à 20 ans, conçue au sein de l'association Duchamp Libertino pour l'encouragement de la sagesse et de la paix dans le monde, dont elle est la présidente. 2 ans plus tard, en 2006, elle dispense la première formation initiale et continue de médiateur, destinée aux adultes et professionnels de l'enseignement, de l'éducation, de l'économie, de la justice, de la médecine, de l'humanitaire, du monde politique, de l'action sociale ou des affaires étrangères, en Suisse et dans les pays en paix. Devenu l'un de ses élèves à Tunis et en Suisse, Jean-Marie, qui est ici, Jean-Marie Bill Kataria, était secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. Dans ce cadre, il a invité Martine Libertino à présenter son travail en septembre 2009, tu me diras si je fais une erreur Jean-Marie, lors d'une réunion sur l'éducation pour la paix rassemblant un groupe de pays africains. Cette réunion était organisée par l'ADEA et le ministre de l'Éducation du Kenya. Dans la foulée, une délégation de la République démocratique du Congo a souhaité que Martine Libertino forme 25 médiateurs pour la paix à Kinshasa. C'est ainsi que Martine a créé pour eux une formation de médiateurs pour la paix dans les pays en guerre ou sortant de conflits. L'ADEA a mandaté et financé ces programmes à Kinshasa pendant 2 ans. Vous imaginez bien que les Kinois, avec les salaires qu'ils gagnent, ne pouvaient pas la financer eux-mêmes. Depuis 2013, c'est l'association Duchamp Libertino elle-même qui finance les formations et surtout le suivi des programmes mis en place en RDC. Soutenue par l'ONG Enfants du Monde, la formation a aussi pu commencer et se développer par la suite à Haïti. C'est ainsi que les voyages réguliers en Afrique et à Haïti ont commencé pour Martine Libertino et ce sont ces élèves de Kinshasa que j'ai rencontrés en février. Si vous permettez, je fais ici une brève parenthèse à la présentation de Martine, celle qu'ils ont élevée au rang de maman, pour leur lancer à chacun un chaleureux salut. Ça se mérite le rang de maman, hein. Moi je ne l'ai pas obtenu par exemple. Il faut que tu reviennes. Ouais. À la fois pareil et différents en raison de leur environnement, ils sont tous totalement engagés dans des programmes créés par Martine qu'ils mettent en œuvre chacun dans leur domaine. Enseignants, pasteurs, informaticiens, avocats, travailleurs sociaux, fondateurs d'une ONG qui s'appelle Espoir pour tous. Ils travaillent avec des salaires mensuels que nous n'accepterions pas pour une seule demi-journée de travail, avec une détermination très forte et beaucoup d'humanité. Il faut voir comment ils ont entrepris en formation continue de dépasser certitudes et tabous, coutumes et préjugés, colère et rancœur pour gagner en douceur, en confiance en eux et en liberté d'action. Et comment, loin de rester dans une démarche de développement personnel dont nous sommes ici si friands, ils mettent en œuvre les programmes de Martine et transmettent ce qu'ils ont appris aux adultes, aux jeunes, aux femmes fistulées, exclues de la société, aux enfants orphelins, aux enfants des rues, auxquels ils enseignent les valeurs fondamentales avec enthousiasme. Une biographie plus détaillée, mais aussi des témoignages, rapports et photos figurent sur le site mentionné sur les documents que vous avez reçus à l'entrée. Le consulter est aisé, il est riche, n'hésitez pas à le faire. Martine, le présent est intense, l'avenir reste à écrire, mais lorsqu'une existence a été déjà si fructueuse, il ne peut s'avérer que passionnant. Parlons-en donc un peu. Bienvenue. Alors Martine, en quoi est-il utile d'éduquer les enfants en âge scolaire pour la paix dans un pays comme la Suisse qui n'est pas en guerre? Merci déjà pour toute cette présentation. Alors,
Déjà, une question très, très intéressante et très importante. Effectivement, on pourrait se poser la question pourquoi nous devons faire une éducation à la paix dans un pays qui est censé être en paix. Alors déjà, il faut déjà comprendre ce que veut dire pour moi être en paix. Ça ne veut pas dire forcément ne pas faire ça veut pas dire forcément faire la guerre dans un pays ou faire la guerre avec des armes. Ça veut dire déjà être en paix avec soi-même, être en paix avec sa communauté et être en paix avec son pays. Donc je pense qu'il est important dans nos pays en paix aussi d'aller plus loin dans notre démarche justement concernant la paix. Et il est important de se rendre compte que la paix commence dès l'enfance chez une personne et ne commence pas à l'âge adulte quand elle commence à raisonner, mais justement quand elle apprend à se développer. Et donc il me semble que dans nos pays dits en paix, il y a beaucoup de travail à faire déjà au niveau de l'école, donc aux premières années du développement d'un enfant, que ce soit chez un enfant ayant toujours vécu en Suisse ou en Europe, en Occident, ou que ce soit évidemment encore plus, d'une manière beaucoup plus importante, que ce soit pour un enfant qui a développé dans ses épreuves, dans les épreuves qu'il a vécues, développé des séquelles qui peuvent être irrémédiables si on ne l'aide pas justement à les comprendre et à s'en libérer. Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, en partie. On va en savoir plus, notamment sur les séquelles dont tu parles un peu plus tard. Mais d'abord, une de nos préoccupations importantes, c'est quand même d'accompagner les enfants migrants et leurs familles vers une meilleure intégration. Alors c'est vrai qu'un grand nombre de réseaux professionnels ou associatifs, accompagnés de plus en plus souvent par des interprètes communautaires, encadrent les enfants et les familles migrantes. N'est-ce pas suffisant pour les accompagner vers une meilleure intégration ? Alors, on peut dire que ça peut être suffisant dans le sens que c'est utile et s'il n'y avait pas ça, ça serait encore plus difficile. Donc, je dirais même que c'est indispensable. Maintenant, il faut voir de quel côté nous nous plaçons. Est-ce que nous pensons qu'accompagner des enfants migrants avec une bonne volonté, avec un professionnalisme, avec des acquis est suffisant, ou est-ce que nous devons prendre conscience de ce que est un être humain dans son ensemble, c'est-à-dire moi en tant qu'accompagnant et l'enfant en tant que recevant, si je puis dire, hein. Est-ce que nous avons la configuration intérieure pour pouvoir justement aider ces enfants et eux pour pouvoir recevoir cette aide. Alors maintenant, je crois qu'il faudrait se placer du côté du fonctionnement de l'être humain, puisque c'est de ça qu'on va parler au fond, hein. En tant qu'enseignant, en tant que spécialiste de ce domaine, est-ce que je suis prêt à aider ces enfants? Alors je pense que c'est bien sûr que ce n'est pas moi qui vais vous apprendre votre métier, parce que vous avez certainement de grandes qualités, de grandes capacités, mais à l'heure actuelle dans notre société, je pense qu'il manque quand même ce qui est pour moi la base en fait de l'aide que nous pouvons nous apporter les uns aux autres, c'est la connaissance de l'être humain, c'est-à-dire que je pense qu'un enseignant, toute personne d'ailleurs qui a la charge d'une autre personne, doit comprendre comment fonctionne l'être humain pour prendre en compte d'une part les qualités d'une personne, mais surtout d'autre part les programmations émotionnelles d'une personne, ses difficultés qui vont l'empêcher de se développer dans la vie. Alors, il est évident que c'est déjà difficile dans le cas d'un être humain, tout à fait normal, parce que l'école est faite pour le développement de l'enfant, pour son développement intellectuel, etc. Mais nous n'apprenons pas aux enfants leur métier d'être humain, ce que j'appelle leur métier d'être humain, qui devrait être le premier travail que nous devons faire. Et nous-mêmes, nous ne l'avons pas appris, puisque depuis très longtemps, n'est-ce pas, nous avons cette difficulté qui est de se cacher plutôt ce que nous sommes au fond de nous, alors qu'en fait, et je peux le dire d'expérience, puisque j'enseigne depuis plus de 35 ans, toutes les qualités qu'un enfant va avoir, toutes ces possibilités, puisque chaque enfant va avoir un don pour se développer d'une manière personnelle, pour se développer dans son travail plus tard, pour avoir un métier, pour avoir une vie sociale, nous allons nous rendre compte que si nous avons la possibilité, nous adultes, et encore plus spécialistes de l'éducation, si nous avons la possibilité de montrer à ces enfants comment fonctionne
leur subconscient, leur conscience, etc., ce qui se passe à l'intérieur d'eux, nous allons leur donner justement des années en fait de gagner, parce que nous allons leur permettre de se libérer de leurs difficultés émotionnelles tout en découvrant quelles sont leurs qualités et tout en se permettant en fait de ne plus souffrir, parce qu'il faut parler de souffrance en réalité, puisque tu as dit tout à l'heure que pour moi le principal de ma philosophie c'était effectivement le bonheur. Je dirais peut-être d'une manière plus précise, les deux bases de ma philosophie, c'est apprendre à s'aimer et c'est apprendre à aimer la vie. Ce sont pour moi les deux travaux d'Hercule que nous devrions faire, qui en fait ne sont pas si Hercule que ça, parce que c'est une belle aventure et non pas un travail. Et les résultats sont tellement beaux que ça vaut la peine de s'y atteler. Et je pense que ce travail doit se faire déjà dès l'école primaire, et je dirais même dès la maternelle, puisque les moniteurs de la petite enfance devraient bénéficier d'une formation aussi pour voir le fonctionnement des enfants, pour voir l'attitude de l'enfant, parce qu'on va voir, si on parle un peu plus en profondeur de tout ça, on va voir que dès son plus jeune âge, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses programmations émotionnelles, un enfant va avoir des attitudes spécifiques, va avoir des mots spécifiques, va avoir une relation avec l'extérieur, avec les autres spécifiques, qu'une personne justement avertie pourrait reconnaître et qui pourrait justement lui permettre de supprimer des années de souffrance qui ne lui seront pas épargnées si justement cet enfant ne fait pas ce travail. Oui, alors je pense que parmi vous, je pense que ça nous parle, hein, un enfant, parmi tous les élèves qu'on a pu avoir, ou même les personnes qu'on a côtoyées, si on n'est pas enseignant, il y en a certaines choses qui nous touchent plus que d'autres. Par exemple, moi, je connais une enseignante qui est très sensible aux enfants menteurs. Pour elle, ça la met toujours hors d'elle. Ou une autre sera très sensible à un enfant qui se sent rejeté, qu'on n'arrive pas à atteindre. Voilà. C'est un peu là-dessus que ça se joue, c'est là que ça vient nous chercher, et c'est là peut-être qu'on a besoin d'avoir quelques clés. Alors c'est vrai, Martine, tu as évoqué le fait que certains enfants, d'après leur programmation émotionnelle, c'est-à-dire, il faudrait peut-être qu'on nous donne un exemple, mais vont avoir un certain nombre de vocabulaire, et puis ça va nous parler, et tu proposes des clés pour ça. Hein. Donc, je propose qu'on continue quand même dans le thème qui est le nôtre, parce qu'on va pouvoir le développer plus en profondeur. Mais tu as évoqué la présence de séquelles émotionnelles spécifiques aux enfants déplacés. On va peut-être commencer par là. Peut-être que ce que je proposerais, c'est déjà de parler de l'adulte, en fait, hein, de l'enseignant, puisque c'est d'abord lui qui va, si je puis dire, mener le bal, hein, qui va gérer tout ça. Et donc la première personne qui doit se connaître, c'est elle-même, c'est l'enseignant, l'enseignante. Pourquoi je dis ça? Parce que là aussi, je peux le dire d'expérience, même si pour moi c'est une évidence, mais il y a aussi des années qui m'ont démontré que c'était juste. C'est que en tant que personne, je dirais même pas en tant qu'adulte, mais en tant qu'être humain, en tant que personne, toute notre vie, si nous n'avons pas compris nos programmations émotionnelles, si nous n'avons pas compris en fait notre enfance, notre vécu, avec les clés évidemment qui vont avec, parce que comprendre son enfance c'est pas suffisant, il faut aussi avoir les clés pour pouvoir se débarrasser de nos problèmes émotionnels. En fait, tout professionnel de l'enfance, tout éducateur va rencontrer sur sa route des enfants qui correspondent à ses propres problèmes émotionnels. Et je dirais, il va rencontrer deux types de problèmes émotionnels. Le premier que j'appelle complémentaire et le deuxième que j'appelle similaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si moi-même, dans mon enfance, j'ai eu l'impression d'être abandonnée, j'ai vécu des problèmes de rejet, qu'est-ce que je vais attirer? Évidemment, des enfants qui ont des problèmes de rejet. Et c'est encore beaucoup plus complexe que ça, parce que je vais attirer deux types d'enfants pour problème de rejet. Un enfant qui va rejeter les autres parce que lui-même a un problème de rejet, il se déteste, donc je détruis parce que je me déteste. Et je vais attirer un autre type d'enfant qui a un problème de rejet, dont la problématique est exactement la même, mais dont l'attitude extérieure sera complètement opposée. Un enfant qui se comportera plutôt en victime, qui pleurera souvent, qui sera dépendant affectif et qui demandera énormément d'attention. Ce qui veut dire qu'au fond, même si je m'occupe de lui toute la journée, si je le lâche pour m'occuper d'un autre élève, il va venir, hein, maîtresse, tu ne t'occupes pas de moi, tu t'occupes toujours des autres. Voilà. Et il va développer encore plus son problème de rejet. Alors il est évident que pour un enseignant qui lui-même a vécu cette situation, il va être touché de plein fouet par la problématique de l'enfant. Pourquoi? Parce que si moi-même j'ai eu un sentiment d'abandon dans mon enfance, peu importe les motifs, les raisons pour lesquelles je me suis sentie abandonnée, même si j'étais dans une famille où j'ai été aimée, ça ne change rien. Hein.
À partir du moment où j'ai ce sentiment, j'ai cette difficulté, si je vois un enfant pleurer, si je vois un enfant dépendant, je vais éprouver de la pitié pour lui, je vais souffrir pour lui. Donc je n'aurai pas la neutralité nécessaire pour l'aider. Si je suis face à un enfant qui a beaucoup de violence, qui a un sentiment de révolte, qui m'agresse, parce qu'évidemment il va m'agresser parce qu'il est destructeur, mais dans ce cas-là je ne vais pas non plus être neutre et je vais beaucoup en souffrir parce que je vais me sentir personnellement rejetée vu que j'aurai l'impression de revivre la même situation. Alors voilà pourquoi je disais qu'il était très, très important de parler des adultes, de parler des enseignants, parce que ce sont des souffrances que vous pouvez rencontrer tout au long de votre carrière et vous pouvez en souffrir aussi beaucoup parce que c'est très lourd à porter si vous ne prenez pas le recul nécessaire et si on ne fait pas en fait un travail sur soi déjà avant d'aider les enfants à comprendre la problématique. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important, n'est-ce pas, de parler déjà des enseignants, de parler de l'adulte, de l'éducateur. Et ensuite, effectivement, à partir du moment où on prend ce recul, on prend conscience aussi de ce que nous sommes, de nos problématiques, de nos qualités, parce que évidemment nous n'avons pas que des programmations émotionnelles, nous avons aussi de belles programmations qualitatives, si je puis dire. Et à partir du moment où nous prenons ce recul nécessaire et nous avons évidemment les techniques de travail pour pouvoir nous débarrasser de ces difficultés, nous allons avoir un recul sur les enfants, sur la classe, beaucoup plus neutre et beaucoup plus facile justement parce que nous allons pouvoir détecter justement les différentes problématiques des enfants. Et comme nous aurons aussi testé ces techniques de travail, nous allons pouvoir aussi les aider eux-mêmes à trouver un équilibre émotionnel qui leur permettra de mieux travailler, qui permettra aussi à la classe d'avoir une meilleure ambiance, qui permettra également d'avoir un meilleur rapport avec les parents, parce que c'est pas toujours non plus facile d'avoir un rapport avec les parents, et qui apportera un équilibre en fait à toute la société, parce que les rapports se feront sur une harmonie avec beaucoup moins de violence, voire plus de violence, alors qu'actuellement, que ce soit dans nos classes, même je dirais en dehors des enfants migrants, nous apercevons qu'il y a de plus en plus, que ce soit ici d'ailleurs, comme à Haïti, comme à Kinshasa, c'est pareil. Bon, je ne dis pas que c'est la même chose, mais en tout cas, c'est vrai que partout où je vais, on me dit qu'il y a de plus en plus de violence dans les classes, dans les écoles. Et pourquoi? Parce que, justement, ce travail de base, qui devrait être vraiment le premier travail de base que nous devrions faire, c'est-à-dire celui-là, n'est malheureusement pas encore fait. Parce que ça touche évidemment à ce que je suis profondément, à l'être que je suis, à mon intimité. Et on a tendance dans notre société toujours à nous dire que l'intimité, on doit la laisser au vestiaire et qu'on doit mettre en avant notre professionnalisme, notre travail, que c'est largement suffisant. Et moi je dis non, ce n'est pas suffisant du tout, parce que c'est ce qui amène énormément de souffrance à tous les niveaux, dans toutes les entreprises et dans les relations aussi entre adultes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de communication, il y a des malentendus, il y a des gens qui se sacrifient, d'autres qui manquent de rigueur, etc. Enfin, donc il y a un bon équilibre, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans les souffrances que les gens ont dans toutes les entreprises, et en particulier dans le domaine de l'éducation. Donc il faut remédier à ça. Oui, donc on va essayer un peu de comprendre tout ça. C'est vrai, on a quelques pistes. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, ainsi que Mme Bertino. Elle fait un très très bon travail parce que déjà à Kinshasa, on a eu à travailler ensemble. Moi, je suis de la République démocratique du Congo. Je travaille au ministère de l'Enseignement. Et Mme Mobili, Mme Bertino fait un très très bon travail à Kinshasa, qui déjà les résultats se font déjà sentir. J'aimerais ici avoir un peu plus de précision sur l'intitulé même de la conférence, une partie, accompagner les enfants migrants, leurs familles vers une meilleure intégration, les aider à s'affranchir de séquelles de leur passé. J'aimerais savoir séquelles de leur passé, s'il s'agit de traumatisme, de violence, je ne sais pas. Ou s'agit-il de se débarrasser de leur culture, de tous les acquis qu'ils ont,
amener avec eux ici. Ça, c'est une première partie de mon souci. Par ailleurs, la paix, vous l'avez dit, n'est pas l'absence de la guerre. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus ces conflits, toutes ces guerres qui se font partout à travers le monde. Mais le monde, depuis la nuit des temps, est confronté à ce genre de problèmes. Pensez-vous, madame, qu'avec tous les égos, avec tout ce qui se passe, d'un côté vous avez les riches, de l'autre vous avez les pauvres, de l'autre côté vous avez ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui doivent subir le pouvoir, et tous ces égos, tout ça mis ensemble, pensez-vous vraiment que nous pouvons arriver un jour, quels que soient les efforts que nous pouvons faire, de pouvoir transformer l'être, n'est-ce pas? Toutes ces proclamations émotionnelles, mais comme je venais de le dire, depuis la nuit des temps, nous sommes confrontés à ça. Aujourd'hui, il y a même une expression qui dit qui prépare la paix, qui veut la paix prépare la guerre. Nous trouvons des gens qui continuent à fabriquer des armes sophistiquées, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour, semble-t-il, préparer la paix. Mais ces armes, aujourd'hui, vous savez ce que ça fait à travers le monde. Il y en a qui détiennent l'arme nucléaire, mais qui ne veulent pas que certaines d'autres personnes en détiennent. Toutes ces injustices-là, pensez-vous, madame, que vraiment l'être humain qui est confronté à cette situation de proclamation émotionnelle depuis la nuit des temps, est-ce que nous pouvons arriver à cette paix, à cette paix pérenne? Voilà un peu quelques soucis que j'ai. Merci pour vos questions, Martine. Alors, je vais répondre à tout cela. Alors, il est évident que si je vous disais non, cette conférence n'existerait pas. Vous êtes d'accord? Et c'est profondément ancré en moi. Je suis persuadée que l'être humain est capable de faire la paix. De toute façon, à partir du moment où il a été capable de faire la guerre, ça veut dire qu'il est capable de faire la paix. Puisqu'il met toute son énergie à faire la guerre. Si cette énergie est utilisée pour faire la paix, il a autant les moyens de les mettre en pratique que pour faire la guerre. Vous voyez ? Le problème, c'est que justement, on se réfère toujours à notre passé, et on se réfère toujours, parce que vous venez de dire que depuis la nuit des temps, il y a la guerre. Bon, ok, c'est vrai, je suis d'accord avec vous que depuis la nuit des temps, il y a la guerre, mais depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu de proposition de permettre à l'être humain de comprendre véritablement son fonctionnement et de devenir maître de sa vie et de sa destinée. Parce que la plupart du temps, nous avons l'impression que nous sommes manipulés justement par Dieu le Père, si nous sommes croyants, par le pouvoir, par les régimes politiques, etc., par les gens qui ont l'argent. Et c'est vrai que ça amène l'être humain à baisser les bras parce qu'il se dit toujours, de toute façon, moi, que puis-je faire tout seul au milieu de ce monde, au milieu de tous ces gens de pouvoir. Et le résultat, c'est que nous ne faisons rien. Et voilà. Donc, si nous partons du principe que nous ne pouvons rien faire parce que nous avons toute cette force au-dessus de nous, il n'arrivera rien parce que nous ne faisons rien. Nous ne ferons rien, pas parce que nous ne pouvons pas faire. Vous voyez ? Bon, alors vous avez dit aussi que, selon la coutume, nous pouvons dire que pour faire la paix, il faut préparer la guerre. Mais je pense que c'est plus complexe que ça, et c'est pour ça qu'il est très important de découvrir comment fonctionne l'être humain, parce qu'on va s'apercevoir que non content que ce soit plus complexe, c'est aussi plus passionnant de se rendre compte comment ça fonctionne. Parce que si je reprends votre phrase, quand on dit pour faire la paix, préparons la guerre, pour moi ça veut dire encore autre chose, encore une autre connotation. C'est que si je suis passif, si je suis révolté, si j'ai un sentiment d'injustice, au même titre que ceux qui font la guerre, je la prépare aussi. Ce qui veut dire que ne pas croire en la possibilité du bonheur, ne pas croire en la possibilité de la paix, c'est aussi faire la guerre. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est très complexe, hein. Mais c'est important de méditer là-dessus, parce que en fait ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est ça, c'est apprendre à l'être humain à se rendre compte du pouvoir qu'il a, de la force qu'il a, de sa capacité de libre arbitre de faire un choix,
et qu'il se rende compte qu'il va pouvoir choisir son destin. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Ce n'est pas juste des théories en l'air comme ça parce que je suis une optimiste délirante et que je crois au Père Noël et que je suis utopique, ça n'a rien à voir. C'est du vécu et c'est du prouvé depuis des années. C'est que tous les gens qui viennent travailler avec moi sont des personnes qui transforment leur vie. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de résultats. Mais le résultat qui le fait, ce sont ceux qui travaillent sur eux, c'est pas moi qui fais le résultat, ce sont eux, parce que justement, ils découvrent une autre vision d'eux-mêmes qui leur permet de décider de leur vie, de leur destin, du destin de leur pays, de leur communauté, et de régler les problèmes avec leur entourage parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Et avec cela, on fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y a des milliards d'êtres humains sur la Terre qui pensent comme vous, et qui se désespèrent parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Mais essayons de nous imaginer que ces milliards d'êtres humains changent leur vision des choses et décident qu'en changeant leur vie personnelle, ils peuvent changer le reste. Et c'est tout à fait possible, seulement il faut se retrousser les manches et travailler et décider que le passé n'est qu'une expérience et il n'y a aucune raison que nous acceptions de nous soumettre à un passé finalement qui n'est qu'un passé pour nous montrer que nous pouvons faire autre chose. Bon, donc ça c'est une première réponse. Alors maintenant vous avez parlé donc des enfants, comment se débarrasser des séquelles, et vous avez posé la question si se débarrasser des séquelles c'était se débarrasser soit des programmations émotionnelles, soit de leur culture. Hein. C'est la question que vous avez posée. Alors il est évident que pour moi le but c'est non pas de se débarrasser de sa culture, mais au contraire la faire fleurir sa culture. Parce qu'il n'est pas question, parce que je quitte mon pays, que je sois obligée de sacrifier ma culture. Je peux sacrifier certaines coutumes qui étaient une interprétation nocive de ma culture, parce que je fais une différence entre la culture et les coutumes. Et je pense que je sois dans mon pays ou que je sois à l'extérieur de mon pays, même en tant que migrant ou en tant qu'autochtone dans mon pays, il est tout à fait indispensable que ma culture évolue et que donc je change certaines coutumes de ma culture qui ne font pas évoluer justement la population et qui même amènent la population à souffrir. D'ailleurs, vous le voyez bien comment ça se passe aussi en RDC, que certaines coutumes sont très mauvaises pour les habitants, pour la population, et qu'il faut changer ces coutumes. Par contre, la culture pour moi est importante parce que c'est l'essence même d'un peuple et il n'y a aucune raison de se débarrasser de cela. Donc on parle bien de séquelles émotionnelles. Alors, pour parler de ces enfants migrants, en fait, ou des enfants qui ont subi la guerre, ou des enfants qui sont dans des camps, parce qu'en fait, ce programme dont je parle n'est pas un programme seulement pour les enfants migrants, c'est un programme aussi pour les enfants dans les camps de réfugiés, pour les enfants qui ont vécu la violence dans leur pays, ou même ici, je dirais en Suisse, il y a des enfants qui ont vécu des formes de violence, pour les enfants qui sont dans la rue, les enfants des rues, etc. Et donc, en fait, le dénominateur commun de ces enfants, c'est quoi? C'est la problématique de l'abandon. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ils ont été arrachés à leurs racines, ils ont été arrachés à leur pays, ou ils ont été jetés à la rue, où ils ont perdu leurs parents, ils ont vécu une violence, et ils ont tous cette problématique qui est la problématique de l'abandon, qui se transforme en fait en problématique du rejet. C'est-à-dire que si j'ai été abandonnée, ça veut dire que j'ai été rejetée, et si j'étais rejetée, ça veut dire que je ne suis pas digne d'être aimée. Alors vous voyez déjà cette dernière phrase, elle est lourde de sens, parce qu'à partir du moment où un enfant commence à se développer, et cela déjà tout jeune, hein, déjà en tant qu'un bébé qui a vécu à travers ses parents ces situations, va avoir ces séquelles en lui, et va avoir un comportement particulier justement qui répond à ces séquelles, et qui est très déroutant pour les enseignants, pour les éducateurs qui s'occupent de lui, parce qu'en fait il a une double attitude, c'est que d'un côté il a envie d'être aimé, il a envie qu'on s'occupe de lui, il recherche l'amour des gens qui sont avec lui, et en même temps, dès que l'adulte s'intéresse à lui, dès qu'on lui montre une affection, il rejette cette affection, il peut même être violent, et donc c'est déroutant parce que chaque fois qu'il demande quelque chose, si on lui donne, en fait il veut le contraire. Et pourtant, dans l'enseignement que je donne, c'est d'une logique implacable, c'est-à-dire qu'en fait, le problème du rejet appartient à ce que j'appelle le subconscient. Et le subconscient, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble
des programmations émotionnelles de tout être humain qui est sur la Terre, que nous soyons dans un pays en guerre ou pas, je veux dire, ça ne change rien. C'est que nous avons en nous deux êtres, d'une part ce que j'appelle la conscience, qui ne va pas m'apporter de problème, puisque elle incarne mes qualités, elle incarne toutes les possibilités que j'ai en moi pour réussir, alors que mon subconscient incarne toutes mes programmations émotionnelles. Donc chez ces enfants, puisqu'on parlait justement de cette difficulté, chez ces enfants, il y a des séquelles qui sont tellement fortes que même s'il est dans un cadre tout à fait propice à son développement, même s'il est accueilli dans un pays justement où on lui apporte tout matériellement, tout ce dont il a besoin pour se développer, où on lui apporte un cursus scolaire qui va lui permettre d'acquérir des diplômes, etc. En fait, je dirais qu'il va en utiliser, si tout va bien, 20% des possibilités. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est un gâchis en fait, c'est un gâchis pour lui, pour sa famille, et c'est un gâchis pour les enseignants qui donnent toute leur énergie, pour le pays qui a envie de les aider, de les accueillir. Et cet enfant, au fond, va grandir, peut-être avec des diplômes, avec des capacités en lui, mais il ne va pas les faire fructifier de la manière dont un enfant équilibré va les faire fructifier. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il a vécu cet abandon, qui se transforme en problème de rejet, qui se transforme en sentiment d'injustice, il va vivre en fait un déni de lui-même, un rejet de lui-même, et ce déni de lui-même va se développer déjà d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'il va rejeter tout ce qui fait partie de sa personnalité, tout ce qui est lui au fond, ce qu'il aime, les talents qu'il a, les dons qu'il a, et il va développer inconsciemment une personnalité, je dirais, d'emprunt, parce qu'à tout moment, il aura un tel besoin d'être aimé par les autres. Alors il va fonctionner comme ça avec les enseignants, il va fonctionner comme ça avec ses camarades de classe. Et donc, il va aussi se mettre dans des situations où, à certains moments, il va vouloir être aimé par des camarades qui le rejettent, qui ne l'aiment pas, parce que en fait, les autres vont ressentir ce désir, ce besoin d'amour comme une pression même psychologique. Et au lieu de l'accueillir, ils vont le repousser, ils vont le rejeter. Et cet enfant ne va pas en fait être heureux, même si on l'accueille, de toute façon, il ne va pas être heureux. Pourquoi ? Parce que comme il aura fait un déni de sa personnalité pour ressembler inconsciemment à ce qu'il croit qu'on voudrait de lui, il va peut-être être gentil, il va peut-être être soumis, mais il va s'ennuyer dans sa vie, même dans sa vie d'enfant, il va s'ennuyer. Parce qu'on va lui dire fais ça, il va le faire, mais au fond de lui, il ne sera pas fait pour ça. Et il ne va pas le dire parce que du moment que j'ai pu avoir un sourire de la maîtresse ou du prof ou de mes camarades, voilà, ça me suffit, c'est suffisant pour que je puisse être heureux. Mais le problème, c'est que cette séquelle multipliée par le nombre de jours, multipliée par 10 par jour, multipliée par le nombre de semaines, etc., va en faire un jour un enfant qui aura un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice va se manifester de nouveau de deux manières. Vous voyez, c'est très complexe parce que chaque fois, on est dans des extrêmes. Et ce sentiment d'injustice peut se traduire par un rejet des autres parce que, en fait, l'enfant va développer une colère contre l'humanité, contre la société. Et c'est toujours la faute des autres si je ne vais pas. C'est toujours la faute des autres si je me lève et je ne suis pas bien le matin. C'est la faute des autres si ça ne va pas en classe, si je ne suis pas compris, etc. Et si cet enfant a un fond égoïste, parce que bien sûr que même si on est un migrant et qu'on a vécu beaucoup d'épreuves dans notre vie, on n'est pas forcément généreux, il va retourner toute sa colère, toute sa hargne contre ses camarades de classe, contre la société, et en devenant plus grand, ça peut se développer d'une manière très violente aussi. Par contre, si l'enfant est généreux, parce que là aussi tout dépend de sa personnalité, et c'est important pour un enseignant, pour un éducateur de pouvoir détecter tout ça, il ne va pas forcément faire du mal à ses camarades, il ne va pas se révolter contre les autres, mais par contre, il va ce que j'appelle faire de l'auto-sabotage. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a la possibilité de créer quelque chose de beau dans sa vie, de réussir, il ne va pas le faire parce que, au fond de lui, il ne s'aime pas assez pour pouvoir avoir l'énergie de construire quelque chose de beau à l'intérieur de lui, dans sa vie, dans son entourage. Et vous verrez d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est un enfant souvent qui est attiré par d'autres enfants qui lui font du mal ou qui ont une mauvaise influence sur lui. Il ne sera pas attiré par les enfants qui lui font du bien.
Mais au contraire. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être aimé, mais en fait je ne mérite pas les bonnes choses, donc je suis attirée par les choses les plus difficiles. Et souvent ils sont attirés par des camarades de classe qui ne veulent pas d'eux, alors qu'ils pourraient avoir un gentil camarade de classe qui a envie de les connaître, de s'amuser avec eux. Non, non, ça ne les intéresse pas, justement parce qu'ils font cet auto-sabotage perpétuel. Voilà, donc je crois que j'ai donné un peu quelques clés. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, peut-être monsieur. Oui. Alors, je vois tout dans beaucoup de choses tourne autour de la peur. Et tous les jours, moi personnellement, je pense que d'autres personnes dans la salle, quand on écoute la radio, quand on allume la télévision, on voit qu'il y a des faiseurs de peur. Est-ce que vous avez la possibilité de travailler, vous, avec ces faiseurs de peur? Mais je ne travaille qu'avec ça. Alors, je ne travaille qu'avec ça. Disons que je ne travaille qu'à permettre de supprimer cela. Voilà. Parce que la peur n'est pas, si je puis dire, là je plaisante, une qualité nécessaire. Voilà. Parce que souvent dans notre société, c'est une boutade que je viens de faire. Souvent dans notre société, on s'imagine que la peur est la meilleure protection possible à l'être humain, parce que s'il n'avait pas peur, il ne se protégerait pas. Voilà. J'entends ça depuis 35 ans. Voilà. Alors qu'en réalité, on est en train de confondre la peur avec la vigilance. Ça n'a rien à voir. La vigilance, c'est être capable de voir la réalité en face et de pouvoir anticiper sur les événements. Mais ça, on n'a pas besoin d'avoir peur pour être vigilant. Alors que la peur nous amène à anticiper les pires des événements qui nous amènent à les attirer. Vous voyez la différence? C'est fondamental ce que je dis. C'est que si je suis vigilant, je me protège justement des choses nocives parce que je ne vais pas me jeter la tête la première dedans, je vois la réalité, je fais en sorte de me protéger, mais je n'ai pas peur parce que j'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie, etc. Bon. Par contre, si j'ai peur, je passe mon temps justement à attirer des situations que je redoute sans pouvoir justement m'en débarrasser. Mais le problème de notre société, justement, c'est que nous confondons ces deux choses. Et toute notre société est basée là-dessus. Si on prend la science, c'est pareil. Voilà. Le fameux doute qu'on invoque parce qu'on se dit mais le doute c'est positif, ça nous permet justement de ne pas nous tromper, etc. dans nos recherches. Mais il faut quand même comprendre aussi que les plus grands chercheurs, lorsqu'ils ont trouvé des choses extraordinaires, c'est parce que voilà, tout d'un coup ils ont été, il y a eu une inspiration qui a fait qu'après on a pu peut-être voir si cette inspiration était bonne. Mais d'abord, je pense que l'être humain devrait développer essentiellement sa capacité de ressentir les choses et son intuition, et ensuite d'être vigilant. Alors, évidemment que je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je ne voudrais pas m'arrêter là-dessus, parce que il est tout à fait compréhensible que l'être humain ait peur. Pourquoi? Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes tous nés avec un subconscient. Le principe du subconscient, c'est la peur et la colère. Ce sont, si vous voulez, les deux éléments qui le composent. Alors, il est évident que pour moi, une personne qui n'a pas fait un travail sur elle et qui n'a pas compris toutes ces difficultés émotionnelles va fonctionner avec ses peurs. Donc, le but, ce n'est pas de lutter contre cette peur, mais d'enseigner aux adultes et aux enfants de pouvoir gérer ces problèmes émotionnels. Pourquoi? Parce qu'un subconscient se gère tout aussi bien qu'un ordinateur, puisque nous travaillons tous sur des ordinateurs, ça se gère tout aussi bien. Et nous savons que si nous n'allumons pas notre ordinateur tous les jours, le travail ne se fera pas. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que si nous ne travaillons pas tous les jours à regarder notre subconscient, à utiliser des techniques de travail très précises pour pouvoir se libérer des problèmes émotionnels, ça ne marche pas non plus. Donc le but, c'est d'aller au-delà de cette réflexion de voir la peur, mais de proposer justement à notre société des moyens qui, une fois utilisés, démontrent que la peur s'envole en fait. Ça ne se fait pas en tapant dans les mains, c'est un travail quotidien de chaque jour. Il y a encore une question? Oui. Vous allez m'excuser si jamais ce que je veux dire
peut-être vous avez déjà abordé ce problème. Ici, nous parlons de comment aider les enfants migrés et leurs familles à s'intégrer. Intégrer une structure, c'est accepter le code de conduite, le code de fonctionnement, le code d'entrée, ainsi de suite. Aider ces enfants migrés. Mais comment faire pour que ceux qui sont là, quelle est la pédagogie, la méthodologie qui est faite pour que ceux qui sont là, qui doivent les accepter, comment ça se passe? Parce que bon, il y a aussi ce regard-là, il y a aussi également ce rejet de ceux qui doivent, de leurs camarades de classe, et ainsi de suite. Donc la structure d'accueil. Comment faire pour pouvoir les aider également à comprendre les enfants migrés? Ok. Alors donc vous parlez des enfants donc vivant en Europe. Mais vous savez, en fait, c'est un travail de chacun, parce que moi, je ne fais pas une différence entre les enfants migrants. Ce soir, nous parlons des enfants migrants, nous parlons de cette problématique qui est très difficile, mais je ne fais aucune différence entre les enfants migrants et les autres enfants, dans ce sens que le fait de naître dans un pays qui n'est pas en guerre ne nous épargne pas, parce que nous avons aussi des problèmes émotionnels, et nous avons aussi, je dirais, des programmations émotionnelles qui nous empêchent de nous développer dans notre vie. Et quand je parle du problème du rejet, je pense que même dans nos contrées, beaucoup de gens ont des problèmes d'abandon du fait déjà de la configuration de leur personnalité qui les ont conduits à vivre certaines expériences dans leur enfance. Et puis, je n'ai donné qu'un exemple, on peut parler des problèmes de communication, on peut parler du problème de la responsabilité, on peut parler du manque de rigueur, etc. Je dirais que dans mon enseignement, en fait, je réalise que je n'ai jamais compté le nombre de programmations qui existent. Mais je dirais que pour chaque... J'ai répertorié 9 personnalités humaines. Pour chacune de ces personnalités, je pense qu'on peut répertorier en tout cas une dizaine, voire une quinzaine de programmations émotionnelles. Alors multiplier 15 programmations émotionnelles par 9 personnalités, oui, ça en fait beaucoup. Et ces programmations, nous les partageons tous. Et il n'y a pas des programmations spécifiques aux pays en guerre, et il n'y a pas des programmations spécifiques aux pays en paix, elles sont exactement les mêmes. Si ce n'est que dans certaines situations, par rapport au vécu de ces enfants ou des adultes qui les accompagnent, les problèmes sont exacerbés parce qu'il y a eu de la violence, parce que la souffrance a été beaucoup plus forte. Donc on peut mettre ça sur une échelle de 0 à 100, et on peut dire que dans nos pays, un enfant va peut-être, si on fait la démarche entre comparer un pays en guerre et un pays en paix, dans nos pays, on va dire qu'un enfant peut avoir des programmations émotionnelles de l'ordre de 50%, alors qu'elle peut être de l'ordre de 100% chez un enfant dans un pays en guerre, mais ça sera toujours la même programmation. Bon, ce qui veut dire qu'en fait c'est un travail de tous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé l'école d'éveil philosophique en 2006, en 2004, je ne sais plus si c'était en 2004 ou 2006, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a en tout cas 10 ans de cela, parce que je voyais qu'il y avait déjà des problèmes au sein de nos écoles en Suisse, et je ne parle pas de problèmes avec des enfants migrants, parce qu'un enfant doit apprendre à se connaître, doit apprendre justement à régler ses problèmes émotionnels, et tous les problèmes que nous avons dans notre vie, que ce soit dans un couple, dans une vie de famille, dans la société, au sein de nos amitiés, en fait, tous ces problèmes viennent, et dans notre profession, dans les entreprises, tous ces problèmes viennent justement de notre difficulté à comprendre ce qui se passe en nous et de nos réactions instinctives qui sont justement les réactions de notre subconscient. Donc pour répondre à votre question, en fait, pour moi ça fait partie du travail que nous devons faire, c'est donner un enseignement dans les écoles primaires et secondaires, donc dans le secteur, je dirais entre guillemets, normal. Et cet enseignement doit être donné également aux enfants migrants, parce que c'est le même enseignement avec je dirais peut-être des spécificités, mais c'est le même. Mais je reviens encore au fait qu'on ne peut pas donner cet enseignement si on ne le donne pas aux enfants, si on ne le donne pas d'abord aux adultes. Pourquoi ? Parce que les adultes, en fait, c'est qui ? Les adultes, ce sont d'une part les enseignants, mais ce sont aussi les enfants. Les parents. Alors, en fait, aussi, qu'est-ce que nous avons constaté ? Parce que ça, je l'ai constaté avec les personnes qui ont travaillé avec moi au sein
de l'école d'éveil philosophique que j'ai créée donc, il y a 10 ans en arrière, on a constaté que si on donne un enseignement aux enfants, qui leur donne une assise, qui leur donne un équilibre, parce qu'ils apprennent à s'aimer, ils apprennent à se considérer, ils apprennent à mieux parler aussi à leur entourage, à mieux se faire comprendre, lorsqu'ils arrivent à la maison, et que les parents ne sont pas du tout au courant de cet enseignement, ils ne se sentent pas compris parce que évidemment, ils vont dire peut-être aux parents « j'aimerais discuter de tel problème », et les parents qui sont pris dans leur vie de tous les jours et dans leurs difficultés émotionnelles, peut-être vont les envoyer balader en disant « non, j'ai pas le temps », etc. Et l'enfant va se dire « mais comment ? À l'école, on m'apprend à être bien, à être heureux, on m'apprend à parler, à communiquer, et j'arrive à la maison ». J'ai envie de transmettre ça à mes parents parce que je me sens mieux, je suis plus heureux, et mes parents ne suivent pas. Donc ça va être contre-productif, parce que l'enfant va avoir une colère ensuite en disant mais on m'a montré le paradis, mais j'ai pas le droit à y aller finalement. C'est comme si on me donnait un beau gâteau puis j'ai pas le droit de manger, c'est pareil. Bon, donc ça veut dire déjà qu'il est très important que les parents soient au courant de ce travail et suivent d'ailleurs, ils suivent les enfants dans cette, je dirais dans cette expérience. Ensuite, évidemment que les enseignants ont une grande importance. Pourquoi ? Parce que lorsque les enfants peuvent justement bénéficier de ce travail, puisque dans le programme que j'ai mis au point, c'est un programme qui peut se mettre en place dans les écoles primaires et secondaires, à raison d'un cours par semaine pour les enfants, il est évident que les enseignants sont partie prenante parce qu'ils sont toute la journée avec les enfants, et c'est important qu'ils soutiennent les enfants aussi dans leur démarche, et la seule manière pour eux de les soutenir, c'est de comprendre ce qu'ils vont faire et de comprendre qui ils sont et qui ils sont eux-mêmes en tant qu'adultes, c'est-à-dire qui sont les enfants et que sont-ils eux en tant qu'adultes. Ce qui veut dire que la première formation en général est donnée aux enseignants. Et ensuite, des séances d'information sont données aux parents, donc je parle du programme que j'ai mis en place, et ensuite les cours sont donnés aux enfants, donc en dernier lieu, lorsque tous les adultes, en fait, entre guillemets, sont au parfum, parce que c'est absolument important que ce travail soit suivi avant tout par les adultes. Voilà, donc j'ai répondu doublement à votre question, c'est que c'est un travail pour nous tous. Je veux dire, c'est pas un travail spécifique pour les gens qui ont eu des problématiques dans les pays en guerre. Pour moi, c'est un travail qui est indispensable dans tous les pays du monde. Et tant qu'on ne commence pas ce travail, on n'arrivera pas à trouver la paix. On aura un semblant de paix. Mais on continuera justement à dire que depuis la nuit des temps, ça ne marche pas parce que l'homme est fait pour la guerre, parce que l'homme est fait pour souffrir. Et moi je dis non, il n'est pas fait pour souffrir, mais en même temps il faut lui apprendre à ne pas souffrir. L'être humain pour moi n'est pas un idiot, il a une immense intelligence, il est capable de le faire. Mais il faut lui donner les moyens. Il faut déjà lui faire confiance et il faut lui donner les moyens. Et apprendre dans notre société à faire un métier, à avoir un diplôme, à gagner sa vie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On peut développer notre intellect, mais il faut aussi développer notre cœur, il faut développer notre vie d'être humain avant tout, parce que la configuration géographique de notre âme, elle est très complexe. Et c'est très important pour les enfants de la connaître, mais c'est aussi très important pour nous adultes. Oui ? J'aurais une question qui s'adresse à la fois à Martine et à vous tous. Je ne suis pas enseignante. Je suis très intéressée par la question des migrants, de l'intégration, de l'échange. Très convaincant, se connaître mieux soi-même pour mieux relationner, être moins dans la souffrance, dans la neutralité affective, émotionnelle. Moi j'ai une question à vous tous, est-ce que ce n'est pas déjà des propos qui sont là, des expériences qui sont données, des mécanismes, on a parlé de développement personnel, de la psychologie qui soutient, vous avez des structures, des soutiens, etc. partout. Alors peut-être pas, si vous me dites non, c'est vraiment qu'il faut commencer, je pense qu'il y a déjà des choses, et dans ce cas-là, question à Martine, qu'est-ce qu'il y a de plus spécifique dans ton approche ? Je pense que c'est important qu'on comprenne ça pour la distinguer de bien d'autres choses qui sont faites avec la même mission qui est évoquée, noble, de mieux se connaître pour mieux interagir. Mais voilà, je trouve que ce serait important de spécifier. Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait intervenir ? Donc on demande aux professionnels d'intervenir. Et je suis aussi très intéressée d'avoir votre point de vue, c'est clair. Bonjour, je vis d'Haïti. Je suis ex-enseignante. Je me permets de prendre la parole parce que je crois avoir compris quelque chose
et c'est un bon test pour Madame Libertino. Je travaille beaucoup sur les programmes scolaires, de manière générale, dans mon pays. L'élaboration de programmes pour les enfants, mais aussi pour les adultes, les femmes en situation des femmes battues ou des femmes molestées, des choses comme ça. Ce que j'ai cru comprendre, et ça va se terminer par une question, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on a mis en place beaucoup de structures d'accompagnement des enfants, des psychologues dans les écoles qui traitent les problèmes. On a beaucoup formé les enseignants à savoir comment répondre aux problèmes, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une proposition d'intégration dans le programme scolaire d'un cours sur l'éducation à la paix, où les enfants s'asseyent avec les enseignants et travaillent sur les situations de conflit, pourquoi les conflits, et travaillent sur soi dans le conflit, qui est peut-être un petit peu différent du travail de développement de la personne, du travail sur soi, on fait peut-être avec un psychologue ou dans des séminaires ou dans des séminaires sur le développement de la personne, où on travaille que seul sur soi-même. Alors il y a deux choses que j'ai pas bien comprises et ce sera ma question. Alors vous me direz si j'ai bien compris ce que vous proposez de différent, la nuance par rapport à ce qui existe. Ce que j'ai pas très bien compris, c'est à quel moment est-ce qu'il y a le travail sur soi, que ce soit pour l'enseignant ou pour l'élève, se fait par rapport à votre proposition. Et le deuxième élément, c'est par rapport au programme tellement tout le temps surchargé scolaire qu'on a, comment est-ce qu'on applique déjà cette proposition de développement de nouvelles compétences, comment c'est articulé avec l'ensemble des cours, la gestion de l'horaire sur semaine? Est-ce que vous avez déjà une expérience et un feedback que vous pourriez partager avec nous? Merci. Alors donc pour être plus précise, en fait, j'ai créé, si vous voulez, on travaille sur j'ai créé 2 programmes. Bon là on ne parle que des enfants, hein. Je dirais même 3 programmes, mais disons arrêtons-nous déjà à ce qui se passe au sein des écoles, puisqu'on parle de l'éducation scolaire. Donc j'ai créé une école d'éveil philosophique qui se fait en dehors justement de l'école, où les enfants, une fois par mois, peuvent prendre des cours d'éveil philosophique qui n'a rien à voir justement avec la scolarité, mais qui est en dehors de cette scolarité. Et dans ces cours d'éveil philosophique, l'enfant suit tout au long de l'année scolaire donc, des cours sur son fonctionnement, sur ses programmations émotionnelles, mais pas seulement, parce que l'adulte, l'éducateur, va le suivre aussi dans son développement au sein de l'école, au sein de la famille, et ça demande une collaboration avec les parents qui, lors de la visite avec l'enfant, lorsqu'il vient chercher l'enfant ou lorsqu'il l'accompagne, va faire un bilan avec l'éducateur sur ce qui se passe à la maison, etc., pour voir si tout ça se met en pratique. Et donc il y a un échange en fait qui est très grand entre, mais encore faut-il que la famille le veuille, hein, mais normalement il devrait y avoir un échange très grand entre la famille et l'éducateur qui s'occupe de l'enfant. Et c'est un dialogue en fait qui doit s'installer. Alors évidemment que les cours commencent à partir de 6 ans. En fait, ce programme concerne les enfants de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, mais il y a 3 groupes d'âge, c'est-à-dire les enfants de 6 à 11 ans, ensuite les enfants les jeunes de 12 à 15, et ensuite de 16 et plus, parce que évidemment la formation, le travail ne se fait pas de la même manière avec un petit enfant et un adolescent. Si je prends le stade de l'adolescence, tout le travail se fait sous forme de dialogue, parce que il y a un enseignement qui est donné, et ensuite il est important que l'enfant, le jeune, fasse référence à sa vie de tous les jours, à ce qu'il vit en classe avec ses camarades, à ce qu'il vit à la maison, parce que à partir du moment où un enseignement n'est que théorique, ça ne sert à rien, parce qu'on sait bien joli, on comprend des tas de choses, mais on ne le met pas en pratique. La base de ce travail, c'est vraiment la mise en pratique, à savoir que j'apprends comment, par exemple, gérer mon problème de rejet, comment
l'attitude que je vais avoir, l'attitude que les autres vont avoir avec moi, etc. Et quand je rentre à la maison, qu'est-ce que j'en fais, que je vais me regarder fonctionner au fond de moi, je vais voir ce que je pense, ce que je dis quand je m'exprime, comment ça finit avec mon entourage, etc. Et donc je découvre au fond comment tout ça se passe, et grâce aux techniques de travail, je vais pouvoir justement gérer ma problématique émotionnelle et ensuite mettre en pratique une situation, pouvoir dialoguer, pouvoir parler, afin que le problème justement n'existe plus, parce que je vais entamer un dialogue avec mon entourage, je vais me rendre compte de mon problème de rejet, je vais me rendre compte de ma susceptibilité, puisque je vais en fait découvrir des attitudes qui sont au fond de moi, dont les techniques de travail me permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de me libérer. Bon. Alors, donc, vous voyez, le travail, en fait, se fait le plus souvent dans la vie de tous les jours. Ce qui est enseigné doit se mettre en pratique, et à chaque nouveau cours, on fait un bilan du travail qui a été fait à la maison, à l'école, des résultats que nous avons, etc. Parce que ça va être du vécu dans sa vie de tous les jours. Bon, ça, je parle de l'école d'éveil philosophique en dehors de l'école. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Alors, à l'intérieur de l'école, vous avez dit en dernier lieu que vous aviez beaucoup à faire, et parce que ça, je l'entends souvent, les programmes scolaires, etc. Bon, mais encore une fois, je veux dire, finalement, moi, j'ai envie de vous poser la question, quelles sont vos priorités ? Vos priorités, c'est que les enfants fassent de la boulimie pour acquérir des connaissances, ou est-ce qu'un enfant puisse avoir une base dans sa vie pour qu'il puisse être heureux plus tard, et pour qu'ils puissent faire fructifier ce que vous leur apprenez, parce qu'en fait c'est ça au fond. Je veux dire, vous passez des heures et des heures à apprendre des tas de choses aux enfants. Pour qu'un enfant puisse le faire fructifier plus tard, il faut qu'il ait une confiance en lui, il faut qu'il s'aime, il faut qu'il sache exprimer ses sentiments, ses émotions, il faut qu'il puisse communiquer avec les autres, il faut qu'il ait de la rigueur pour pouvoir persévérer dans ses actions, pour pouvoir réussir aussi son travail, c'est-à-dire être capable de commencer quelque chose et d'aller au bout de ce quelque chose. Il faut qu'ils aient aussi une volonté, une détermination pour pouvoir réussir. Il faut qu'ils soient capables aussi d'avoir une capacité de gérer leur vie, parce que là aussi, ça ne sert à rien de faire des théories, ça ne sert à rien d'avoir un idéal si je ne mets pas en pratique. Il faut que les enfants aient aussi un idéal pour savoir qui ils sont, quels sont leurs besoins. Parce que combien d'enfants disent « Oh, moi, de toute façon, dans cette société, un idéal, ça ne sert à rien, de toute façon, je ne pourrais pas. » Ben moi, je leur dis « Si, vous pouvez. » Parce que l'idéal, c'est quoi? Allez le chercher au fond de vous. Votre idéal, ce sont vos besoins. Et souvent, vous imaginez que parce que vous avez des besoins, c'est pas possible, parce que qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver du travail, il faut gagner sa vie. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec votre idéal, vous pouvez gagner votre vie, et vous pouvez gagner de l'argent. Voilà. Et vous pouvez vous développer dans la vie. Vous voyez, donc, en fait, ce qui manque aux enfants, c'est tout ça, vous voyez, et ce qui vous manque aussi, c'est tout ça. Alors, si vous mettez à côté, je dirais, votre programme scolaire, et je sais que vous avez énormément de travail, et si vous mettez cette priorité qui, pour moi, est indispensable pour l'avenir du monde, je veux dire, c'est ça qui est important. Parce que notre société est en péril, autrement. C'est indispensable pour l'avenir du monde. Alors, si on met ces deux choses l'un à côté de l'autre, ben, je dirais au diable programme. Voilà. Est-ce que les adultes ne sont pas capables de se dire une fois, oui, c'est vrai, on a un programme, mais pourquoi ne pourrait-on pas changer ce programme pour permettre aux enfants d'être heureux et pour nous permettre d'être heureux? Parce que les adultes ne sont pas heureux dans tout ça non plus. On n'est pas satisfait de notre vie. On n'est pas satisfait de ce qu'on va laisser à nos enfants. Alors, ben, vous voyez, ce langage, en fait, quand je le dis en Afrique, quand j'en parle à Haïti, ça ne pose pas de problème, parce que pour eux, c'est évident. Ici, non. Je le regrette, je regrette de le dire, mais ici, c'est pas si évident que ça. Et on finit toujours par me dire, ouais, bon, ben, c'est pas si, finalement, il n'y a pas tellement de problème. Il y a 10 ans en arrière, on me disait, mais non, mais vous voyez en noir, vous êtes négative. Je dis, non, je ne suis pas négative. J'anticipe simplement pour l'avenir. Alors, à vous de voir. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est indispensable. Et malheureusement, je ne peux pas refaire votre programme. Je ne peux que vous apporter, d'une part, mon idéal, d'une part, ma conviction profonde, et d'autre part, ce que je vous propose, c'est-à-dire que, effectivement, si on veut aider les enfants, eh ben, il faut trouver quelques heures dans la semaine pour les aider, parce qu'on ne peut pas taper dans les mains et ne pas, je dirais, trouver un petit coin dans le programme donc, scolaire des enfants, parce que ça demande un travail. Alors, bon, essayons d'imaginer que ce soit possible.
dans le programme que j'ai créé, comme je l'ai dit, avant tout, il y a le travail que je propose aux enseignants parce que c'est eux qui doivent commencer. C'est pas, je dirais que c'est quand même pas catastrophique dans ce sens que je propose 12 jours de formation sous forme de 5 modules. Et je pense que dans la vie d'un être humain, c'est quand même pas si dramatique que ça. On peut trouver un petit peu de temps pour, surtout qu'en plus c'est une démarche qui, à titre personnel, va aider, je dirais, un individu pour toute sa vie, parce que tout ce qu'il va acquérir dans cette formation, ça va l'aider dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, en tant que parent, dans sa vie, je dirais, sociale, etc., dans sa vision beaucoup plus neutre du monde, et surtout ça va l'aider à ne plus souffrir de voir ce que nous voyons dans notre société, ce qui est quand même important. Bon. Et indépendamment de ça, accessoirement, oui, ça va l'aider, quand je dis accessoirement, je plaisante, ça va l'aider justement à soutenir les enfants dans la démarche que je propose ensuite. Donc cette formation doit se faire avant le début de la rentrée scolaire. Si on met un programme en place, supposons qu'on mette un programme en place, cette formation se fait avant la rentrée scolaire. Dès le début de la rentrée scolaire, des séances d'information sont mises en place pour les parents, parce qu'ils doivent être au courant de ce qui va se passer. Et on va leur expliquer justement quelle est la démarche et pourquoi et ce qui va se passer. Et ce que je propose dans ce programme, c'est d'enseigner donc après cette formation aux enseignants que les enfants, les parents, pardon, décidément, je veux toujours dire les enfants pour les parents et vice versa. Donc on va faire une première séance d'information donc au début de la rentrée scolaire pour expliquer avec l'enseignant. Bon, ça se passe d'une manière différente en Haïti à Kinshasa, puisque je forme moi des médiateurs pour la paix qui eux vont ensuite former les enseignants. C'est pas moi qui forme les enseignants, ce sont mes élèves qui forment les enseignants. Et donc au début de la rentrée scolaire, le formateur prend les parents et l'enseignant et on explique donc, c'est une séance de 3 heures où on va expliquer donc aux parents ce qui va se passer pendant toute l'année scolaire. Il y aura 2 autres séances, une autre séance avec les parents, mais qui va se faire cette fois avec les enfants puisqu'ils vont être impliqués dans la démarche, qui sera à la fin de l'année civile, où les parents vont faire plutôt un bilan de ce qui s'est passé à la maison, on va faire un bilan avec les enseignants, ce qui se passe en classe, est-ce que les enfants ont changé, est-ce que l'ambiance est meilleure, est-ce que tout va mieux, et ensuite il y a un dernier bilan à la fin de l'année scolaire, de nouveau avec les parents, les enfants et l'enseignant. Et toujours le formateur, l'éducateur que je forme donc sur place. Bon, ici on peut travailler d'une autre manière, mais enfin, je dirais que dans l'ensemble, c'est la formation que je propose parce que pour moi, d'expérience, c'est la meilleure. Et ensuite, au début de l'année scolaire, je propose une formation, un travail avec les enfants. Et un travail avec les enfants, ça demande quand même un certain nombre d'heures où l'enfant va pouvoir se pencher, d'une part, sur ses problématiques à lui, et ensuite sur les problématiques qu'il partage avec les autres enfants de la classe, pour pouvoir débattre, n'est-ce pas, de ces difficultés. Et là, je propose 2 heures. Bon, en tout cas, c'est comme ça que nous travaillons, puisque ce programme est déjà mis en place à Kinshasa et en Haïti. Donc, nous faisons 2 heures de cours pour les enfants tous les 15 jours. Parce qu'1 heure, c'est trop court. On n'arrive pas à travailler assez bien. Il faut en tout cas travailler 2 heures avec les enfants. Alors, la différence fondamentale entre les petits et les adolescents, c'est que le travail avec les petits se fait sous forme de jeux, de dessins, et on travaille avec un livre que j'ai écrit qui s'appelle Les contes imaginaires de Jonathan, où je traite des différentes personnalités avec un sage, etc., enfin, avec des elfes, et chaque personnage donc représente une personnalité avec ses problématiques émotionnelles. Et donc là, l'éducateur va lire le livre avec les enfants vont pouvoir aussi faire référence à leurs problématiques, et ensuite ce travail se fait, oui, je suis à vous, et le travail se fait donc avec les enfants, les petits de cette manière-là. Je vous dis aussi d'expérience qu'à partir de 6 ans, un enfant est capable de se rendre compte s'il s'aime ou s'il ne s'aime pas, et est capable de faire un travail sur lui d'une manière très très facile. Et je dirais même que c'est beaucoup plus facile pour les enfants que pour les adultes, parce qu'il y a moins d'orgueil et moins d'habitude aussi prise.
Et c'est merveilleux de la manière dont les enfants peuvent recevoir justement un enseignement. Oui ? D'abord, je vous remercie pour vos propos. Je suis enseignante et je suis venue ici en voyant l'annonce par Internet, par un mail envoyé par mon directeur, qui était diacre avant d'être directeur d'école et qui est très très ouvert aux dimensions humaines. Moi-même, j'enseigne que les mesures compensatoires, donc les appuis, le renfort pédagogique et le français pour les étrangers. Avant cela, j'ai eu l'occasion pendant une année de travailler avec des migrants pour le français. Et j'ai vu donc les adultes. Et j'ai vu les difficultés que vivent dans notre pays. Bon, beaucoup d'entre eux étaient envoyés par les caisses de chômage aux caisses sociales. Et les difficultés d'ordre vital que vivent ces adultes. Après, je suis arrivée à l'école et j'ai vu les enfants. Et ma première réaction, c'est de me dire, alors, beaucoup de problèmes sont liés effectivement aux difficultés d'intégration et de communication. Moi, je suis impressionnée dans le canton de Vaud, en tout cas, par tout ce qui est mis en place pour soutenir, pour aider ces enfants. En tout cas, dans l'établissement où je travaille, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on n'a aucun accès aux familles. C'est-à-dire qu'on a bien de temps en temps des réunions avec les parents, même avec des traducteurs au besoin, etc. Mais par rapport aux priorités de certains de ces parents qui doivent survivre, qui doivent trouver du travail, et qui pour survivre restent en vase clos entre eux, dans leur langue, dans leur culture, parce qu'ils ont besoin de ça pour survivre à toutes les difficultés d'intégration qu'ils rencontrent. Ce que je vois, c'est que le travail qu'on arrive à faire dans les classes, il n'a aucun écho par rapport à l'intégration des familles. Et alors, je me suis adressée aux communes sur lesquelles je travaille, et parce que le directeur m'a dit, mais nous n'avons pas d'accès aux parents, sauf pour les questions purement scolaires. Donc, il faut s'adresser aux communes. Je me suis adressée aux communes, et les communes m'ont répondu, si les parents veulent faire un travail d'intégration, il y a beaucoup de structures à Lausanne, qui est la ville de référence, auxquelles ils peuvent s'adresser. Évidemment, ça met le problème à l'envers, puisqu'ils ne vont justement pas s'y adresser, ils ont d'autres choses à faire. Et ma question avec laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est comment faire, dans votre publicité, accompagner les enfants migrants et leurs familles vers une meilleure intégration. Il y a quelque chose qui est complètement dissocié là, et même avec la meilleure volonté du monde dans les écoles et tous les moyens qui sont mis en place, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Voilà. On ne peut pas faire, on ne veut pas faire. C'est-à-dire que nous, comme enseignants, on n'y arrive pas. On n'a pas d'accès. Voilà. Alors, mais le problème, c'est qu'on tourne en rond, vous comprenez, dans cette situation. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'a priori. Dans ce sens que, vous avez dit d'ailleurs vous-même tout à l'heure, si j'ai bien compris, que les parents éprouvaient le besoin de rester en vase clos. Ça, c'est votre vision des choses, vous voyez. Ou c'est une vision qu'on peut se faire, mais je peux vous dire que pour moi ce n'est pas le cas. Et là, je peux vous donner cette expérience, je peux vous donner mon témoignage parce que je travaille sur les deux continents. Je travaille aussi avec des gens qui souffrent énormément, puisque je travaille avec des femmes violées aussi. On n'a pas parlé des femmes violées, mais ça fait partie des programmes aussi que je mets en place. Mais en fait, pourquoi ces gens, il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi ces gens vivent en vase clos ? Ils vivent en vase clos pour les raisons que je viens d'invoquer tout à l'heure, à savoir qu'ils ont de tels problèmes de rejet. Ils n'ont pas des problèmes d'intégration, ils ont des problèmes de souffrance, ils ont des problèmes de difficulté à se rendre compte qu'on a besoin de les accueillir, on a envie de les accueillir parce que finalement on a envie de les aimer, on a envie qu'ils s'intègrent. Mais c'est impossible pour une personne qui a vécu de tels problèmes émotionnels de pouvoir imaginer ce genre de choses, vous voyez. Donc quand vous dites ils ont besoin de s'occuper d'autre chose, mais absolument pas. C'est qu'ils ne savent pas, parce que tout d'un coup ils se retrouvent dans un pays où ils ont l'impression d'être un objet rapporté, on ne les veut pas, on ne les comprend pas, on ne vient pas leur tendre la main, ils ne comprennent rien parce qu'ici on ne vit pas de la même manière qu'eux, et nous on ne va pas vers eux parce qu'on a peur de les embêter, mais ça j'entends aussi beaucoup, il faut respecter la culture, ça j'entends ça depuis des années, vous comprenez, mais respecter la culture, qu'est-ce que ça veut dire ? Respecter la culture, ça veut dire je viens vers toi, je te tends la main et je partage ma culture avec la tienne, c'est ça.
C'est pas je te laisse dans ton coin parce que j'ai peur de te blesser. Et souvent je vois, là je parle des Occidentaux par rapport, je dirais, par rapport aux pays d'Afrique ou autres, je vois une grande peur de mettre les pieds là où il ne faut pas, alors que justement il faut les mettre. Parce que, indépendamment du fait que nous n'avons pas la même culture, nous avons le même cœur, nous avons les mêmes problèmes émotionnels, nous avons les mêmes qualités, et l'être humain a partout exactement les mêmes besoins, le même langage. Et la seule manière justement de les aider, c'est d'entamer un dialogue avec eux pour leur montrer que nous leur ressemblons et qu'ils nous ressemblent. Voyez. Et le problème, c'est que c'est le contraire dans notre société. Non, on ne se ressemble pas, donc on a peur de se toucher, on a peur de s'atteindre. Voilà. Et il y a tout cet a priori que nous avons au départ qui fait que rien ne marche parce que évidemment, voilà, on n'a pas accès à ses parents, on trouve qu'ils sont chacun dans leur coin, nous on est dans le nôtre, parce qu'il y a une certaine timidité aussi, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte, et en fait c'est la plus mauvaise des politiques. Et moi je peux vous dire comment je fonctionne dans mon travail. Hein. Donc quand je travaille en Afrique ou quand je travaille en Haïti, il n'y a aucun sujet tabou, aucun. Voilà. Et tout ce qu'il ne faut pas dire en tant que blanche, je le dis. Voilà. Et je leur dis, voilà ce que je vois qui ne va pas dans votre culture, et voilà ce que je vois qui ne va pas dans ma culture. Parce que ça, on oublie toujours de le dire. On oublie toujours de parler de soi, et de dire, voilà ce qui ne va pas chez vous, mais voilà ce qui ne va pas chez nous. Et notre travail, c'est de partager ça ensemble. Donc, on sait que vous avez peur, on sait que vous ne vous sentez pas chez vous. Nous, on ne sait pas comment vous aborder, parce qu'on a aussi peur que vous, mais parlons-en ensemble. Et je vous assure que si vous alliez avec le langage du cœur les voir, ces gens, jamais ils ne vous tourneront le dos, au contraire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est très important d'ouvrir cette communication, parce que finalement, tout le monde est plein de bonne volonté, mais il y a cette peur, cette difficulté, monsieur a parlé de la peur tout à l'heure, cette peur de ne pas dire ce qu'il faut, de ne pas faire ce qu'il faut, et finalement on ne dit rien. Et ne rien dire, ça veut dire je ne te connais pas, je n'ai pas envie de te connaître. Pourquoi ? Parce que même si vous êtes plein d'amour et de bonne volonté face à une personne qui a vécu le problème du rejet, le problème de l'abandon, face aux séquelles de ces gens-là, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas vécu seulement que l'abandon, ils ont vécu peut-être quelquefois aussi la violence, ils ont vécu le viol, ils ont vécu tout ça aussi dans leur pays. Ils ont vécu la terreur. Donc ils viennent ici avec tout ce bagage émotionnel. Il me semble qu'en nous mettant à leur place, que ferions-nous? Est-ce qu'on sortirait de chez nous en disant « Accueillez-nous, youpi, on est content d'être chez vous » Ben non, on ferait la même chose, vous voyez. Donc ce n'est pas un choix délibéré. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ont peur. Et n'oublions pas aussi que ce sont des gens qui ont de la dignité et que chez eux, ils n'ont pas cette position-là, souvent. Donc ils se retrouvent arrivés dans un pays, ils ne sont plus rien pour eux. Ils ne savent pas qui ils sont rien, ils ne représentent rien. Pour eux-mêmes, j'entends, parce qu'ils ont perdu leur dignité. Et si on veut que ces gens s'intègrent, il faut leur redonner leur dignité. Pour leur redonner leur dignité, c'est vrai, il faut leur permettre de faire un travail sur eux, il faut permettre aux enfants, mais il faut aussi permettre aux parents de le faire. Et si on ne le fait pas parce qu'on se dit de nouveau on ne peut pas, parce qu'il y a des structures, parce qu'il y a des lois, etc., on n'avancera pas. Il faut être créatif. Vous prêchez à une convaincue, mais n'empêche que... Il y a ce barrage. Mais oui, mais alors vous dites qu'il y a ce barrage. C'est-à-dire les autorités scolaires ne nous permettent pas. Oui, mais si je pensais comme vous, je ne ferais rien, je n'aurais rien fait dans ma vie. Pour moi, les barrages n'existent pas. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a les barrages et ma conscience. Je n'obéis pas aux barrages, j'obéis à ma conscience. Même s'il y a des barrages, je continue. Voilà. Et jamais je n'ai arrêté. Jamais. D'ailleurs, mes élèves peuvent le dire, tous ceux qui me connaissent. Et rien ne m'arrêtera parce que j'estime que ce qui est juste doit être fait. Ou autrement, ne pleure pas, on ne se plaint pas. Voilà. Alors, je comprends ce que vous dites, mais vous avez la loi du nombre quand même. Je veux dire, les personnes qui travaillent sur le terrain, c'est vous qui savez. Ce ne sont pas ceux qui sont au-dessus de vous. Parce qu'en fait, c'est la minorité. Ben oui, bien sûr. Mais alors, je parlais tout à l'heure d'ailleurs, au tout début, quand monsieur a posé une question concernant justement les problèmes de violence, enfin les problèmes depuis la nuit des temps, tout ce qui se passe dans le monde. Alors là, c'est vrai que c'est un sujet peut-être qui fâche, mais j'aimerais quand même aborder le sujet de notre détermination et de notre capacité, nous, en tant que citoyens, parce que nous sommes aussi des citoyens, avant d'être des professionnels, nous sommes des citoyens. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? Que veut-on faire du destin de nos enfants? On veut faire quoi de la planète? Bon.
À partir de ce moment-là, si j'ai un idéal au fond de moi, le but, c'est pas de me battre pour mon idéal, parce que moi, je ne suis pas pour se battre. Je suis pour être déterminée à mettre en place mon idéal jusqu'à la dernière seconde de ma vie, parce que je sais qu'il est juste. Et je sais qu'il y a des gens aussi autour de moi qui ont cet idéal, mais qui n'osent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut que chacun se retrousse les manches en disant « Moi, je crois en cela, et donc, je vais aller parler autour de moi pour avoir aussi des gens, pour savoir ce que les autres pensent. Et si nous sommes assez nombreux pour avoir le courage d'aller voir ceux qui sont au-dessus de nous en disant nous ne sommes pas d'accord de travailler comme ça parce que nous sommes sur le terrain, nous savons quels sont les besoins et nous ne voulons plus accepter cette souffrance, cette hypocrisie quelque part. Vous avez la loi du nombre. Et le problème dans notre société, c'est que justement on n'a pas conscience de cette loi du nombre et que souvent nous baissons les bras. Et je vais dire le mot qui ne plaît pas et qui fâche, c'est que souvent nous sommes lâches. Voilà. On n'ose pas. Alors on attend que le temps passe. Et finalement, on donne raison à ceux qui n'ont pas raison. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? On laisse tomber ou on continue? C'est vous qui devez me donner la réponse. Moi, je n'arrêterai pas. Voilà. Oui? Oui, moi je suis déjà très âgée. Il n'y a pas d'âge pour la valeur ni pour la détermination. Alors, je suis médecin et puis mon mari et moi, nous avons commencé une ONG. Donc, ça fait 25 ans. On a vu beaucoup de monde et beaucoup de pays. Mais ce que je remarque, c'est que dans nos pays européens, on a été élevés et habitués à être de plus en plus indépendants. C'est ça qui nous empêche d'aller vers l'autre. Parce que quand j'étais enfant, on vivait grande famille, on avait des voisins, on était ensemble. Aujourd'hui, chacun est dans son coin. Et moi, je pense exactement comme vous, mais essayez une fois de parler à quelqu'un dans un bus, il faut faire un énorme effort. Hein. Moi, je ne fais aucun effort, je le fais tous les jours. Ils sont scandalisés quasiment. Parce qu'on leur adresse la parole. Moi, je le fais quand même. Hein. Je parle tout le temps à tout le monde. Mais voilà, c'est pas du tout l'habitude des Suisses. Oui, mais je vais répondre exactement comme tout à l'heure. Est-ce qu'il faut toujours se référer aux expériences négatives ou est-ce que nous ne croyons pas en la capacité de l'être humain à changer pour lui proposer autre chose, vous voyez, parce qu'on n'arrête pas de pleurer sur nous-mêmes ça aussi depuis la nuit des temps on le fait, hein. On pleure sur nous-mêmes, vous voyez, voilà. Moi, j'ai choisi une autre option. C'est que je n'ai pas envie de pleurer sur moi-même. J'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Voyez. Donc, je vais pas être malheureuse si le monde ne fait pas ce que je propose. Hein. Je vais continuer à être heureuse, mais je vais être déterminée à proposer cela parce que je sais que c'est juste. Mais je ne veux plus perdre de temps à me dire, par exemple, dans les bus, les gens sont comme ci, comme ça. S'ils ne me plaisent pas, je leur dis. Quand je vois un jeune mettre ses pieds sur le siège, je lui dis, mais gentiment, sans aigreur, parce que je vois plein de gens qui fulminent, mais qui n'osent pas le dire. Moi, j'ai un grand sourire et je lui dis, vous pourriez enlever vos pieds du siège, s'il vous plaît. Je dis merci avant qu'ils le fassent. Et 9 fois sur 10, ils le font. Voilà, et gentiment. De temps en temps, on tombe sur des récalcitrants, mais c'est toujours la minorité, c'est jamais la majorité. Donc, arrêtons de regarder ce qui ne va pas et regardons ce qui va et proposons le meilleur. Moi, je suis persuadée que ce qui manque, c'est l'éducation. Bon, quand je parle d'éducation, je ne parle pas d'être bien éduqué ou pas, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si on explique aux gens avec le cœur, pas faire la morale aux gens, mais leur expliquer avec le cœur ce dont nous avons besoin, ce dont ils ont besoin. Je vois la plupart du temps des gens qui sont ouverts et je vois rarement des gens qui m'agressent, rarement, et de plus en plus. Parce que, au fond, je ne dis que la vérité, voilà, c'est tout. Moi, c'est pas ma vérité, c'est la vérité de l'humanité, c'est la vérité du monde, et je n'ai pas la prétention de vouloir changer le monde. Mais je sais que si nous voulons apporter à nos enfants quelque chose de mieux, il faut proposer quelque chose, mais encore une fois, il ne faut pas pleurer sur nous-mêmes. Donc, je préfère voir ce qui va mieux, parce qu'il y a des choses qui vont mieux, il y a du travail qui se fait. Bon, je vois quand même... Pourquoi la salle est pleine? Parce qu'il y a des gens qui s'occupent des enfants, qui les aiment. Voyez, mais c'est vrai que c'est un mot que j'utilise rarement. Moi, j'utilise toujours ce mot-là.
Parce que l'amour, c'est important. Et ce n'est pas, je veux dire, il ne faut pas avoir la pudeur pour parler d'amour. Je veux dire, l'amour, ça fait partie de notre vie. Et sans l'amour, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Je ne parle pas de dépendance affective, je parle d'amour. Voilà. Et je pense que tous ces gens qui sont ici ont de l'amour pour les enfants, de l'amour pour leur travail. Donc voilà, l'espoir, il est là, vous voyez. Le problème, c'est pas ça, c'est pas l'amour qui manque, c'est pas la générosité. Le problème, c'est la peur. Voilà. C'est la timidité. Mais ça se soigne. Voilà, ça se soigne. Au même titre que, oui, au même titre que nous passons notre temps, je veux dire, vous êtes médecin, donc vous en savez un bout hein, de la médecine. Mais qu'est-ce qu'on soigne dans notre société? On soigne des symptômes. Alors quand une personne a mal à la tête, on lui donne un cachet pour supprimer le mal de tête. Mais on ne va pas savoir pourquoi elle a mal à la tête. Et moi, je vais l'expliquer pourquoi elle a mal à la tête. Je vais lui dire, tu sais pourquoi tu as mal à la tête? Parce que tu as des problèmes de communication et parce que tu n'oses pas parler de tes émotions, tu n'oses pas parler de tes sentiments. Et tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi, ça te fait tellement souffrir que tu crées des problèmes au niveau de tes glandes qui fonctionnent mal et tes glandes qui devraient faire fonctionner correctement tes organes font mal fonctionner tes organes. C'est pour ça que après une difficulté émotionnelle, après un conflit, tu vas avoir des migraines, tu ne sais pas pourquoi. Eh ben, c'est parce que tu as ces problèmes de communication. Donc, je vais te donner des techniques de travail pour supprimer tes problèmes de communication, pour supprimer tes migraines. Vous voyez, bon, donc vous êtes médecin, donc on peut se comprendre. Et dans notre très bien. Pardon ? Je dis sans doute très bien. Voilà. Donc nous devons soigner les causes et non pas les symptômes. Et je vous assure que toutes les personnes qui travaillent avec moi depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans, qui soignent les causes de leurs maux, n'ont plus de symptômes. Voilà. Oui, Jean-Marie ? Disons, j'ai un tout petit peu hésité avant de prendre la parole parce que j'avais peur de donner l'impression d'être le bon élève de Martine. Mais compte tenu de ce qu'elle avait dit, je voulais un peu renforcer cela en apportant mon témoignage personnel. Parce que quand elle dit que finalement nous avons peur et puis il y a notre timidité, je crois que c'est le problème essentiel. Donc, j'ai fait la formation initiale avec Martine en 2006, avec d'autres amis qui sont dans la salle. Et puis en 2008, j'ai été engagé pour aller travailler, disons, dans une institution composée de tous les ministres africains et de représentants de 16 ou 18 agences de développement, y compris la Suisse, etc. Donc, quelque chose d'assez formel, d'assez rigide, institutionnel, comme les vôtres ici, les structures, disons, éducatives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tenant compte de ce que la formation de Martine m'a apporté, j'ai fait la réflexion suivante. J'ai dit, je vais travailler avec des collègues qui viennent de différents horizons, qui viennent avec leur peur, avec leur frustration par rapport à leur contrat, qui abandonnent leur famille à Paris pour venir dans le monde arabe pour la première fois. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en eux. Et moi, je me suis dit, en tant que responsable, je ne peux pas ignorer, disons, toutes ces difficultés, toutes ces préoccupations et commencer à travailler comme si de rien n'était. Alors, j'ai demandé à mes responsables, j'ai dit, donnez-moi la possibilité de faire une retraite de 3 jours avec Martine. Et j'ai expliqué pourquoi Martine. Donc, c'était tout ce que je demandais. Et ils me l'ont accordé. Martine est venue pendant 3 jours, on a mis tout sur la table, on a discuté. À la fin, mes collègues m'ont dit, « Ah, mais tu sais, quand tu avais proposé ça, on n'osait pas dire non, mais on avait très très peur parce qu'on ne savait pas ce qui allait ressortir de là. » Alors, finalement, je me suis dit, mais si ça vous a plu, alors vous allez faire la formation comme moi. Et après, ces collègues maintenant, quand on organisait cette conférence dont Anna parlait, ce sont ces collègues qui ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas partager ce que nous savons aujourd'hui avec les ministres et les agences? Pourquoi ne pas demander à Martine de venir faire une présentation? Donc, en temps normal, certains disaient, ah oui, les ministres, est-ce que ça va leur plaire? Ce sont des gens qui ne croient pas à ce genre de choses, etc. Finalement, on a pris la décision et Martine est venue.
Et on était très surpris, les ministres étaient très intéressés par cette problématique. Et donc, la RDC a demandé qu'on forme des gens, des médiateurs pour la paix. Et vu les résultats, le ministre de RDC a dit « Moi, j'aimerais que tous les enseignants du pays soient formés à ça et j'aimerais l'introduire dans le programme scolaire. » Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis tout simplement parce que souvent, nous-mêmes, nous créons un barrage parce que nous avons peur, on se dit non, ça ne marchera pas, nos supérieurs n'accepteront pas, ce n'est pas ce genre de discours auquel ils sont familiers, on est timide. Alors il faut tout simplement oser se dire, bon, de toutes les manières, on ne perd rien, si on essaye, ça va marcher. Et je suis sûr que même au niveau des communes, au niveau des directions de l'instruction publique, on rencontrera toujours des oreilles attentives qui nous donneront la possibilité d'essayer une fois et de voir que ça marche. Donc, c'était plus pour renforcer ce que Martine disait, parce que je l'ai vécu moi-même avec mes collègues. Merci pour le témoignage. Alors bon, ce que je pourrais rajouter en fait, c'est que ce qui est important en fait, c'est la détermination que nous avons. Donc, moi j'ai envie de vous poser la question à vous en tant qu'enseignant. Est-ce que vous estimez que l'éducation actuelle a besoin d'une formation de ce type-là, en tout cas déjà au niveau des enseignants, et est-ce que vous estimez que les enfants auraient besoin d'une formation de ce type-là, de cours de ce type-là, ou est-ce que vous estimez que ce n'est pas nécessaire? Parce qu'en fait, c'est ça qui est important pour moi. C'est pas que vous me disiez c'est difficile parce que ça je le sais, ça fait des années donc que je le sais, que je l'entends. Mais ce qui est important, c'est quel est votre idéal, ce que vous estimez être juste pour vous, pour votre travail et pour votre métier. Donc c'est ce témoignage-là que j'aimerais entendre. Alors qui pourrait me répondre? À moins que personne n'ait d'opinion, mais je ne crois pas quand même. Oui. Directrice. Pour les autorités, c'est ça? Vous êtes aussi des êtres humains. Mylène Perrin, je suis directrice de l'établissement primaire et secondaire de Crissier. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche, c'est l'idée de partir une fois de l'enseignant. Alors, pas dans le sens, les enseignants suivent des formations, mais de travailler sur soi-même comme être humain, comme enseignant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour des enfants. Il y a des psychologues, quand on a des enfants migrants, il y a des assistants sociaux, etc. Mais cette démarche-là de travailler sur soi, son attitude comme être humain face aux parents, aux enfants, je trouve ça très intéressant. Après, il y a quand même les vraies contraintes qui existent et puis qui sont une réalité. Après, on peut jouer avec. Je pense qu'effectivement, des fois, on se crée des fausses barrières, mais il y en a quand même quelques-unes vraies qui existent, avec lesquelles il faut composer. Ça, c'est mon travail de faire. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous que parfois, on imagine que c'est pas possible et du coup, on ne demande pas. Ça coûte rien de demander. On peut dire non aussi, mais voilà. Mais je trouvais que l'aspect, pour moi, qui est le plus intéressant, c'est de travailler sur l'enseignant, la directrice aussi, mais quand on est face à des parents, enfin, voilà, aussi d'une autre culture, de se rappeler qu'on est en face d'une personne, qu'on est deux personnes humaines, et puis si on est bien, je pense, avec ça, tout est possible. Alors, effectivement, ce que vous dites est juste. Et concernant les barrières dont vous parlez, au fond, pour moi, ne sont pas si importantes. Pourquoi? Parce que il est important d'avancer pas à pas. Le but, c'est pas de tout vouloir tout de suite et de dire on va révolutionner l'éducation scolaire, c'est pas ça. Mais comme vous l'avez dit justement, d'abord, ce qui est important, c'est l'enseignant, c'est l'adulte. Pourquoi? Parce que vous avez soulevé le fait que il est intéressant pour l'enseignant de pouvoir faire un travail sur lui et de pouvoir se comprendre par rapport aux problématiques, mais vous avez oublié quand même quelque chose qui est aussi important, c'est qu'à partir du moment où vous avez compris vos problématiques émotionnelles et vous vous connaissez, vous allez comprendre toutes les problématiques émotionnelles et des enfants et des parents. Ce
qui veut dire qu'en faisant un travail, une formation, en fait, vous pouvez gérer tout le reste, si vous voulez. Parce que vous connaître, c'est connaître les autres. Connaître vos problématiques émotionnelles, c'est connaître les autres. Dans ce sens que dans cette formation, en fait, vous apprenez toutes les configurations humaines, toutes les personnalités, avec toutes les qualités qui vont avec toutes les techniques de travail, avec toutes les programmations émotionnelles. On fait le tour, en fait, de tous les enfants et de tous les parents que vous allez rencontrer, avec leurs spécificités. Vous voyez. Donc, en fait, cette formation, elle a double emploi, à savoir que à partir du moment où vous avez cette connaissance de vous-même, vous allez avoir une connaissance des enfants et vous allez pouvoir gérer les problèmes émotionnels des enfants et vous allez mieux comprendre aussi l'attitude des parents et pouvoir créer un lien entre justement l'établissement scolaire et la famille. Voilà. Et ce que je vous dis, encore une fois, ce n'est pas des théories, c'est du vécu, parce que c'est ce que je mets en place dans d'autres pays. Alors, vous voyez, là, on ne parle même plus de l'enseignement des enfants, on est simplement au premier stade, c'est-à-dire au stade de l'enseignement de l'adulte. Et là, peut-être, je proposerai à Anne de donner son témoignage, parce que tu es dedans et dehors, dans ce sens que tu es enseignante et que tu as fait toute cette formation avec moi. Comment gères-tu justement les problématiques des enfants, enfin ton regard, le nouveau regard que tu as sur les enfants depuis que tu fais cette formation, est-ce que ça ne t'a pas aidé justement à mieux comprendre ces problématiques? Alors sans doute, il faut dire que la formation dont tu viens de parler, c'est la formation initiale de médiateur. Hein. On ne m'entend pas? Là, c'est mieux? Oui. Et c'est vrai que c'est un long travail, c'est-à-dire que petit à petit, l'une après l'autre, on étudie les différentes personnalités décrites par Martine. Là, il faut sortir d'un langage qui vous rappellera peut-être d'autres psychologies, mais là, entendu par Martine, 9 personnalités, les programmations qui vont avec. Par exemple, je me tais parce que je suis sûre que de toute façon, je ne serai pas compris. Et c'est la raison pour laquelle je me tais. Et aussi, par exemple, pour les problèmes de communication, l'importance de s'exprimer en sachant qu'on ne sera peut-être pas compris, et en l'acceptant, mais se rendre compte que ce qui est important, c'est de s'exprimer. Parce que sinon, ça entraîne une souffrance, hein, si on ne le fait pas. Donc, l'une après l'autre, on étudie ces différentes, on dit, mais programmations émotionnelles, il en a été beaucoup question. Moi, je suis au début, hein, on a parlé de pourcentage aussi. Je suis au début, mais il y a quand même beaucoup de... Je ne peux pas l'expliquer, c'est pas mathématique. Mais il y a des entretiens avec des parents, j'en fais beaucoup, avec les parents, avec les élèves, où tout d'un coup, quelque chose se passe, on a l'impression qu'on est juste. On est entendu. On n'a pas des mots en train de dire « je vous apprécie, on va s'en sortir ». Non, pas du tout, mais les propos qu'on dit, ils sont justes, parce qu'ils font référence alors aux techniques dont Martine a beaucoup parlé, et qui se basent... J'ai envie de le dire parce que comme enseignante de français, on aime la langue et sa précision. On précise les termes. Qu'est-ce que la neutralité? Qu'est-ce que communiquer? Qu'est-ce qu'une peur? Voilà, comment s'écouter parler pour détecter qu'on est en train de se justifier? Une justification, j'ai pas pu parce que c'est typiquement une peur qui s'exprime. Donc le subconscient, dès que j'en prends conscience, je me dis mais en fait j'ai peur, mais pourquoi? J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Donc c'est à la fois un grand travail sur soi, mais qui permet petit à petit, dans l'apaisement, d'être plus juste. C'est presque imperceptible, hein, mais d'être plus juste dans les contacts professionnels. Et c'est vrai qu'il y a eu des rencontres avec des parents qui ont été assez fortes dans ce sens-là, hein, avec des équilibrages qui se sont faits dans un premier entretien et qui auraient peut-être pris beaucoup plus de temps après. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. Curieusement, tu me demandais de témoigner. Moi, j'ai une certaine peur de l'inconnu, mais on ne cesse d'y aller. Je me rappelle les toutes premières fois où je suis allée à la Faréas rencontrer les femmes requérantes d'asile de Moudon, dont tout le monde parlait mais que personne ne connaissait. J'ai été considérée comme très audacieuse d'oser aller dans ce bâtiment qui hébergeait toutes ces familles. Et moi, j'avais l'impression d'être très courageuse, alors que c'était juste un acte humain. Qui paraît, d'après ce que vous décrivez, les anciennes, les expérimentées, qui paraît simple. C'est ça qui n'était pas juste. Hein. Avec le temps, avec ces techniques, je me suis apaisée. Tu t'es apaisée parce que tu as découvert aussi que on pouvait exprimer son amour de différentes manières et que la plupart du temps, exprimer son amour apaisait l'autre et lui permettait justement de te recevoir et de ne plus avoir peur. Alors que ce n'est pas du tout la manière de fonctionner dans notre société. Au contraire, on exprime sa peur, on exprime sa méfiance, ce qui réveille chez l'autre aussi la peur, la méfiance.
et l'agression parce qu'il se sent en danger. Alors, exprimer l'amour, ça peut être oser dire ce qu'on n'ose pas dire de peur de blesser, mais qui est juste, qui est vrai. Oui, mais qui est une justification à la problématique, justement, de la communication. Voilà. Donc on parle énormément parce qu'on a de peur que ça blesse. justification. On va bientôt clore, parce que tout le monde a soif, on va prendre une dernière question. Merci enseignant. Mais il n'est pas venu. Je voulais économiser les pieds. Voilà, je suis aussi enseignant, je travaille en milieu spécialisé, j'ai une formation d'anthropologue. Moi, je suis archi convaincu par votre approche, c'est celle que je prendrais moi-même, quitte à même l'appeler éducation spirituelle ou à l'amour, en me faisant l'avocat du diable ou l'avocat des barrages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous exprimer la raison, alors, en revenant sur l'aspect d'éducation aux enfants à travers l'école d'éveil philosophique? Si je ne me trompe pas, sur votre site internet, on peut lire que vous aviez d'abord un projet de soumettre ce type d'activité au département d'instruction publique à Genève, et puis ça n'a pas pris. Oui, l'avocat du diable dit, pour ménager pas la chèvre et le chou, mais pour tenter une arrivée audacieuse en masse, pourquoi avoir choisi la dimension d'éveil philosophique plutôt que l'éducation au développement, l'éducation au développement durable, l'éducation à la paix, l'éducation citoyenne, l'éducation interculturelle, internationale, qui, pour moi, pourrait éviter un biais ou un écueil qui est de ressentir effectivement dans la dimension philosophique quelque chose qui est très proche du développement personnel, qui fait encore peur à partir du moment où il faudrait le systématiser. Est-ce que vous pourriez me donner quelques mots là-dessus? Merci. Alors en fait, c'est tout simple, hein, c'est que c'est vrai que nous n'en avons pas parlé ce soir, mais j'enseigne ma philosophie avant tout. Hein, et tout le travail que je fais, que ce soit de la médiation, que ce soit les formations que j'ai créées, que ce soit l'association du champ libertino que j'ai créée, donc ce but, c'est d'enseigner une philosophie avant tout. Hein. Donc j'enseigne cette philosophie depuis 35 ans, et c'est pour ça que tout naturellement m'est venu cette école d'éveil philosophique. Vous voyez, c'est tout simple en fait, hein. Il n'y a rien qui se cache derrière, parce que pour moi, c'est vraiment un éveil philosophique de l'enfant, parce que c'est une philosophie de vie, parce que c'est ça que je souhaite enseigner. C'est pas du développement personnel. Franchement, moi, ce terme me dérange un peu, vous voyez, parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que le développement personnel, c'est aussi un développement quand même qui est au service de la société. Car on vit tous ensemble, on est un immense clan sur la Terre. Et ça veut dire que si je me développe, c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour l'autre, c'est aussi pour ma communauté, pour ma famille, pour mes enfants, etc. Donc, un éveil philosophique chez un enfant est important, au même titre que pour un adulte, mais pour un enfant c'est important. Pourquoi? Parce que ça va l'éveiller à un idéal de vie, ça va l'éveiller à sa dignité, ça va l'éveiller aux 5 valeurs fondamentales dont nous n'avons pas pu parler ce soir, en fait que j'ai créé, parce que c'est tellement complexe l'enseignement que je donne, enfin, c'est beaucoup, hein, il y a énormément de travail, mais un jour, je me suis posé la question, mais comment synthétiser ce travail, au fond? Parce que, bon, on peut pas... Je travaille avec des populations aussi, avec des citoyens dans un quartier. On ne peut pas faire cette formation. Par contre, on peut éveiller les gens à une philosophie de vie, justement. Et j'ai synthétisé cette philosophie par 5 valeurs fondamentales, chapeautées par une 6e, que je peux vous citer, qui sont l'amour, la liberté, la rigueur, la beauté, l'idéal et la détermination. Voilà. Et c'est la base pour moi de ma philosophie et de cet éveil philosophique que je souhaite justement enseigner aux enfants, parce que c'est un moyen de vivre dans la paix sur la terre. Voilà. Alors bien sûr qu'on peut appeler ça éducation à la paix, voilà, mais en tout cas, il y a 10 ans en arrière, je l'ai créé de cette manière-là. Aujourd'hui, je parle aussi beaucoup d'éducation pour la paix, mais peut-être ce qui est important, ce sont les résultats et non pas... Mais j'étais contente de vous répondre, parce que c'est important de répondre à vos questions. Mais ça ne me paraît pas si important que ça. Je pense que ce qui est important, c'est le contenu
de cette philosophie et ce que ça peut apporter donc à l'humanité en général. Merci, on va gentiment clore la partie officielle. Vous pourrez continuer vos conversations par la suite. J'aimerais quand même juste, avant de terminer, en Suisse on a quand même de l'argent, des institutions scolaires assez fortes, et puis l'éducation et la formation scolaire et professionnelle sont des fers de lance du pays. Mais nous connaissons aussi des difficultés personnelles, on l'a vu. Elles sont autres, mais elles sont tout aussi exigeantes. Je pense que toute forme d'échange avec nos collègues, même je l'ai fait à Kinshasa, je les ai vus aussi, ne peut que nous être bénéfique. Dans un premier temps, moi je vous invite à faire une donation, si vous le souhaitez, en sortant, pour les collègues de Kinshasa qui vraiment rament au niveau financier et puis qui ne comptent pas leur temps. Voilà. Donc je voulais quand même le dire, c'est ma part. Et puis, si vous voulez, cet argent ira directement à Kinshasa pour des programmes d'éducation qu'on a peu eu le temps de développer, mais qui sont, tous les programmes qui sont en place sont décrits sur le site, et moi je peux vous témoigner de leur pertinence humanitaire et au niveau de l'éducation pour la paix. Maintenant, je vais arrêter.